Merci Alain Bauer d'être avec nous. On va répondre à toutes les questions. Le Mossad, alors c'est les services de renseignement israéliens, ils sont réputés comme les meilleurs services de renseignement au monde. Est-ce qu'ils ont failli? D'abord, on est souvent auto-réputé comme le meilleur du monde. Oui. Si on faisait un sondage, on n'est peut-être pas sûr que les autres services de renseignement aient le même point de vue. Bien sûr. Et deuxièmement, le Mossad n'est pas le service directement concerné par ces affaires, c'est plutôt l'Aman, le renseignement militaire, ou le Shin Bet, qu'on appelle aussi le Shabak, ce qui est le renseignement intérieur, puisque les territoires occupés et la situation précipitée de Gaza, c'est à la fois un pays à l'extérieur et un pays à l'intérieur. Donc tout le monde s'en occupe. Deux, le renseignement, c'est 3 métiers et 3 cultures. Le premier, c'est la collecte du renseignement. Personne n'a échoué. Au contraire, il y a énormément de renseignements, et même des renseignements publics. Fin juillet, le général Ben Eliaou publie un document expliquant qu'il va y avoir une attaque frontale du Hamas contre Israël dans les semaines qui suivent. Fin août, mon collègue Carmon, qui fait à peu près avec Yitzhak Rabin ce que j'ai pu faire dans le passé, dit ça va arriver entre fin septembre et début octobre. Ça sera le Hamas et ça sera là. Vous vous méprenez en pensant que ça va être en Cisjordanie ou dans le Nord. Et les Égyptiens étaient au courant aussi. Et le Haman dit, le service de renseignement militaire dit, il va se passer un truc, on ne sait pas bien où, mais c'est plutôt au sud qu'au nord. En fait, il s'est passé un premier événement qui s'appelle, on va dire, de l'enfumage. C'est-à-dire que tout le monde leur a laissé croire que ça allait se passer en Cisjordanie avec beaucoup d'affrontements vers l'esplanade des mosquées, de nombreuses situations de tension. Et donc l'armée d'Israël est remontée ses unités du sud vers le centre et vers le nord, pensant que ça serait le Hezbollah, beaucoup plus puissant, qui lancerait cette opération. Donc première opération en fumage, quand on vous ment, évidemment vous n'êtes pas obligé d'y croire, mais là ils y ont cru, ils ont donc dégarni une très grosse partie de leurs unités. Le deuxième événement, c'est un problème lié à l'organisation même de l'armée en Israël, c'est une armée populaire. C'est-à-dire que réserviste par réserviste, soldat de métier ou pas, en fait, tout le monde est un peu l'armée. Or, il y a une crise constitutionnelle en Israël extrêmement grave entre le gouvernement d'un côté et la société civile israélienne pour la défense de ses droits constitutionnels. Et donc, les réservistes sont en grève. Donc l'armée est dégarnie de ces forces vives qui se renouvellent, qui donnent un éclairage, et notamment de ces analystes qui ne sont pas des militaires au sens de tout le monde est plus ou moins militaire, mais ils ont une mission qui est non seulement de collecter de l'information, ce qui est très bien fait, mais de la comprendre, de la hiérarchiser et de s'en servir. Et ça, c'est ce qui a été vraiment l'élément qui n'a pas fonctionné, puisque une partie du réseau qui permet de passer de la base au sommet a été interrompue par la crise constitutionnelle et la relation très difficile qui existe avec le ministre de la Sécurité d'État, M. Gvir, qui est considéré comme un ultra-droitier, extrémiste, agité, provocateur, ce qui fait qu'une partie même des services de renseignement officiels lui parlaient plus. Et donc remonter au cabinet du Premier ministre dans des conditions dont vous imaginez à quel point elles ont été détériorées par la situation. Enfin, les services de renseignement, évidemment, de temps en temps, il leur arrive de faillir. Là, ils ont merdé lamentablement, dans la mesure où s'ils ont collecté de l'information, ils l'ont mal analysée et ils ont extrêmement mal réagi. Et l'élément le plus impressionnant de tout ce qu'on voit là-bas, c'est pas tellement l'attaque, etc., c'est la prise du quartier général de la division Gaza de l'armée d'Israël par le Hamas quasiment sans coup férir. Tellement elle était désarmée, et cet endroit est l'endroit qui est le quartier général de la riposte. Ce qui explique pourquoi ça a mis des heures, puisqu'il n'y avait plus de quartier général et donc il n'y avait plus d'informations. Enfin, et je peux vous communiquer ça parce que c'est un élément qui m'a été donné quasiment quand je venais ici, il semble que le Hamas, aidé par les passedarans iraniens, et réussi à désactiver la centrale d'alarme qui permettait de savoir que le mur était cassé. Oui. Et donc, en fait, les Israéliens étaient aveugles et sourds, ce qui est tout à fait inédit, alors même qu'ils pensaient avoir, par fétichisme technologique, un système extrêmement performant. Enfin, si je peux terminer là-dessus, les agents de renseignement israéliens infiltrés en Palestine, et beaucoup de Palestiniens eux-mêmes, ont été éliminés de manière extrêmement méthodique par le Hamas depuis des mois, c'est une vraie opération, ou retournés, et ont donc soit enfumé les Israéliens, soit ils ont perdu leur capteur. Donc le cumul de tous ces événements, plus une opportunité historique qui était la fête de Soukhot, le fait qu'il n'y avait personne, la rave party et la crise politique en Israël, a permis la réussite d'une attaque qui est préparée
depuis des mois, notamment les stocks, non pas de roquettes, mais de missiles. Parce que tout le monde a l'impression que la roquette, c'est une espèce de petit feu d'artifice. Vous avez vu jusqu'ils vont, notamment Jérusalem. Ce sont des véritables missiles dont le niveau de technicité a beaucoup progressé. En fait, aujourd'hui, le Hamas, dont tout le monde pensait que c'était une bande de va-nu-pieds palestiniens, est l'équivalent du Hezbollah, une armée milicienne extrêmement structurée et organisée, capable de cette opération multitâche. Alors la seule qui a échoué, c'est l'attaque par la mer. Il n'en reste pas moins, mon cher Alain, quand même, qu'on a d'un côté une armée dont les super pouvoirs technologiques font absolument la fierté de Tsahal. Et c'est vrai qu'Israël a toujours été considéré comme une armée ultramoderne. Et comme à chaque fois dans ce genre d'attentat, on a en face des gens qui arrivent avec leurs couteaux et 2-3 ULM. Et donc il y a aussi peut-être aussi cette disproportion entre être capable de prévoir et de parer le pire de la technologie, mais pas le couteau qui arrive à portée de main. Oui, c'est ce que j'indiquais, c'est le problème de l'arrogance et du fétichisme technologique et de ne plus avoir ni de capteurs humains, ni d'éléments qui permettent d'analyser les signaux dits faibles. Alors, il y en avait beaucoup, hein, ils sont pas aussi faibles que ce qu'on raconte. La commission d'enquête israélienne révélera à peu près ce qu'on a appris sur le 11 septembre. On savait tout, on n'a rien compris, on s'est fait avoir. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de somnolence, Cyril, aussi? C'est-à-dire, là je pose la question aussi à vous, inspecteur, mais... Je pense qu'aussi ce qui se passe actuellement et les problèmes qu'il y a en Israël, et notamment les problèmes politiques, font que le Premier ministre israélien a été aussi un petit peu... défaillant. Défaillant. Il s'occupait d'autre chose. Exactement. Il n'était pas sur le coup. Et on l'a mis. Sachez que, de ce que je sais, tu vas me dire, Alain, si je dis une connerie, il a été mis en garde plusieurs fois. On lui a dit plusieurs fois, attention. Et il s'occupait plutôt des problèmes internes en fait, que. Pour aller dans votre sens, Cyril, en fait, il s'est passé un événement, c'est que chaque fois que l'information arrivait, notamment par l'ancien chef d'état-major, Ben Eliaou, c'est pas n'importe qui, c'est pas un général d'opérette, on disait ah oui, mais tout ça, c'est pour nous forcer à revenir sur nos positions afin de résoudre la crise constitutionnelle. Et en fait, c'est vous nous enfumez en nous disant qu'on risque au Sud, alors que c'est pas vrai. Et donc, c'est un cumul. Et c'est ça l'effet d'opportunité qui a servi le Hamas. On voit les drames que peuvent causer. La politique. Mais c'est aussi, Cyril, la petite politique. Cyril, exactement, la petite politique. Il y a aussi le fait que lorsqu'Israël s'endort au volant, quand il y a une forme de somnolence, l'ennemi le sent instinctivement et ça ne rate pas. Non, mais ça fait plusieurs mois qu'il y a des soucis et que Israël est plus défaillant que... Mais les anciens chefs du renseignement, les anciens chefs d'état-major ont publié à plusieurs reprises des tribunes. C'est ça. Dans la presse israélienne, ce n'est pas des documents secrets, on peut les lire, y compris pas seulement en hébreu. Pour dire attention, il y a une destruction de l'unité nationale israélienne, la sécurité nationale du pays est en péril à cause de vos petites manœuvres politiques. Ça. Exactement. Et disant, il faut quand même arrêter. Le ministre de la Défense lui-même, qui mène la contre-offensive, a été démis de ses fonctions car il s'est élevé contre la politique de son propre Premier ministre sur cette affaire. Donc, ce n'est pas une affaire secrète ni clandestine, mais ça ouvre un espace, on ne s'occupe pas de ce sujet, on s'occupe d'un autre, on se fait enfumer, on perd ses capteurs, on sous-estime l'adversaire. Il y a une forme d'arrogance aussi. Et puis, on considérait que les Palestiniens, c'était grosso modo une variable d'ajustement dans la grande opération qui était, les accords d'Oslo, c'est fini. Les deux États, on faisait tous semblant d'y croire, mais en fait, tout le monde pensait que c'était terminé. Par contre, les accords d'Abraham, le rapprochement avec l'Arabie Saoudite, ce que vous disiez, Valérie, tout à l'heure, était le grand nouveau et que les Palestiniens, comme d'habitude, feraient comme ça. Or, l'Iran, dont il ne faut jamais sous-estimer les capacités, les compétences, le professionnalisme, l'art de la manipulation, et y compris la pénétration dans les réseaux. Je pense d'ailleurs qu'une partie des professionnels qui sont intervenus à Gaza au début ne sont pas tous des Palestiniens de souche, comme on dirait. Bref, tous ces éléments-là ont pris Israël à revers, mais Israël a aussi en partie construit, par une certaine forme d'arrogance et de somnolence, je suis assez d'accord avec le mot, la possibilité de... Les gouvernants israéliens. Oui, bien sûr. Alors, on va passer à la deuxième question. Quelles pourraient être les répercussions en France ? Alors, il faut savoir qu'en France, depuis 1980, nous avons régulièrement des attentats qui ne sont pas liés à la politique française, mais aux affaires du Proche-Orient. À la rue Copernic la première fois, évidemment la rue des Rosiers ensuite, c'était en 82. Et puis régulièrement, on a ça. Alors les Iraniens, les Libyens, les Syriens... La rue de Rennes en 86. Les Iraniens viennent régler un certain nombre de comptes chez nous, soit entre eux, soit contre la politique de la France. Et je vous passe l'attentat contre le Drakkar à Beyrouth,
qui est le pire attentat que la France ait connu avant le Bataclan. Donc le risque existe. Le problème, il est exactement ce que vous avez essayé de démontrer au début. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié à la fois la sobriété et la gravité du ton que vous avez utilisé, c'est-à-dire l'utilisation des communautés nationales existantes autour d'une religion pour les faire se battre au nom d'une idéologie. Car de facto, je le rappelle assez souvent d'ailleurs, le drapeau du Hamas n'est pas le drapeau de la Palestine. Exactement. Pas du tout. Il est même extrêmement différent. C'est un autre drapeau. Exactement. Et il y a des raisons pour cela. Parce que c'est une organisation frériste qui a une logique qui lui est propre, qui n'a rien à voir avec, y compris parfois ce que disent les Palestiniens, y compris l'aile la plus marchande, le FPLP, enfin les anciennes organisations les plus dures. Le djihad islamique a à peu près la même position, mais s'est fait dépasser par les événements. Mais ils ont une trentaine d'otages aussi. Il ne faut pas les sous-estimer dans ces affaires, puisque pour la première fois dans l'histoire, il y a une coordination assumée. Le 2 septembre, il y a même une photo, comme quoi le secret n'est plus ce qu'il était, qui montre que l'Iran, le djihad islamique et le Hamas et le Hezbollah se réunissent à Beyrouth pour coordonner les opérations contre Israël et le Hamas contre les Juifs. Car effectivement, il y a quelques nuances, alors très, très nuancées, hein, mais il y en a qui sont contre Israël et d'autres qui sont directement contre les Juifs. Et le Hamas a toujours eu cette spécificité de toujours expliquer qu'il fallait éradiquer les Juifs et pas seulement supprimer l'État. Eux, ils sont antisémites et antisionistes et ils assument cette position malgré de temps en temps des petits efforts. Donc la France, elle est toujours au cœur de difficultés majeures à cause de son ancienne politique arabe, de son amitié pour Israël, de ses propres contradictions nombreuses, mais elle a un avantage. Son amitié avec le Qatar peut permettre, et ça a d'ailleurs commencé, une négociation pour les otages et pour la libération des otages. Et ce moment-là, c'est le bon moment de la France. Je pense qu'elle n'a pas à entrer dans des pérégrinations incompréhensibles sur c'est la faute et machin. De toute façon, un enfant mort, c'est un enfant mort. Hein. Il n'a ni drapeau, ni machin. Il est insupportable, quoi qu'il en soit. Mais dans la réalité, la France, elle peut entrer dans un processus en poussant le Qatar à une libération massive des otages, parce que le Qatar, c'est quand même ceux qui font les fins de mois du Hamas. C'est parce qu'ils ont arrêté les fins de mois, en tout cas qu'ils n'ont pas payé autant que ce que le Hamas demandait. Ils demandaient une petite prime inflation. Et donc le Qatar a refusé, ce qui explique aussi une partie des sujets. Et puis dernièrement, il y a une guerre à l'intérieur du Hamas. Car aujourd'hui, c'est la victoire de M. Sinwar, qui est le patron du Hamas à Gaza, alors que les grands patrons du Hamas ne sont pas à Gaza. Ils sont à Damas, ils sont à Beyrouth, il leur arrive d'être parfois... Leurs enfants sont dans des grandes écoles, voilà, ils sont là. dans le monde entier. Mais il y a aujourd'hui une guerre du plus dur à encore plus dur. Il n'y a pas vraiment de modéré, hein, entendons-nous bien, mais disons qu'il y en a qui étaient prêts à une sorte de négociation sur les frontières de 67 ou pas. Là, il y a une guerre aussi interne au Hamas, et là, il y a un coup qui a été marqué, c'est nous sommes capables de monter une opération massive avec près d'un millier d'hommes attaquant par mer, par air et par terre, prenant des otages, prenant le siège, le quartier général de la division Gaza de Tsahal. Et ça, c'est un événement historique qui change la psyché, c'est-à-dire la psychologie générale de à la fois l'invulnérabilité supposée d'Israël, qui est tombée. Voilà, là, il va falloir la reconstruire. Mais aussi, c'est l'Occident qui est directement visé, car dans cette affaire, derrière Israël, il y a nous. Mais est-ce que le Hamas ne vient pas de se tirer une balle dans le pied puisque normalement, ils vont être éradiqués, ils ne peuvent plus continuer, c'est suicidaire. Ça n'existe pas, l'éradication. Hein, bien sûr. J'ai passé ma vie à commenter les éliminations supposées de Al-Qaïda, enfin ce qu'on croit devoir appeler Al-Qaïda, et ils sont toujours là. Donc non, l'éradication, c'est quand tu règles le problème, pas les effets du problème, les causes et pas seulement les conséquences. Alors,